Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Ça y est, nous sommes revenus avec Philippe David. Je pense que c'est un complot, Philippe. C'est un complot. C'est un complot, bien sûr. D'assister à une colossale conspiration. conspiration. C'est les États-Unis qui nous perturbent, qui nous piratent. Oui, ou d'autres. Mais Trump s'occupe de vous. Voilà. Oui. C'est ça. C'est pas En Poutine tout cas, ou Orban ? non, on ne sait pas. Écoutez, toutes nos excuses en tout cas pour ce petit problème technique, ça arrive. C'est les joies de la radio et du direct. Et ce numéro de téléphone, on a essayé de vous le dire, mais 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et je rappelle que vous pouvez nous écouter, nous regarder sur notre plateforme de débat, notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, bien entendu, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, un petit peu partout. Et on va tout de suite avec Philippe vous offrir un cadeau. Allez, on démarre par quelque chose de Ça commence bien. d'important puisque c'est le moment de jouer avec Sud Radio. Sud Radio. Vous allez pouvoir remporter une très belle, un très beau cadeau. C'est la marque Kelton. C'est une montre et en ce moment, après ce changement d'heure, c'est plutôt efficace. Kelton, vous savez, c'est la marque icône pop de l'horlogerie française. Je vais y arriver. Alors, pour ce faire, et c'est facile, vous allez pouvoir jouer avec nous par SMS. Vous envoyez Sud SUD au 7 20 18 SUD au 7 20 18. Et bien après le tirage au sort, vous serez peut-être là ou le gagnant de ce merveilleux cadeau. Allez, autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir, cher Philippe Bilger. Bonsoir, mes amis. On a cru que J'ai cru que je serais en retard. Non, c'est nous qui le sommes. Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien. Bonsoir les amis. Et puis ce sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est 15 000 prévisionnistes et 60 milliards d'erreurs. C'est la sortie de Jean-Louis Borloo qui relance le débat. Comment un État si doté en experts peut-il se tromper à ce point, Et on vous pose cette question. 15 000 statisticiens pour 60 milliards d'erreurs en 2 ans. La haute fonction publique est-elle incompétente? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors quand je vois qu'on paye très cher des personnes pour faire la même chose et mal au sein de 3 entités publiques différentes, Bercy, la Banque de France et l'INSEE, un mot me vient immédiatement à l'esprit: afuera. Et puis la France compte parmi les pays où la fiscalité sur l'héritage est la plus élevée. Pourtant, la présidente de l'Assemblée nationale avait envisagé désormais, en tout cas, ou d'instaurer une taxe successorale. Alors, taxation des héritages, selon vous, il faut taxer plus lourdement, détaxer totalement ou ne rien toucher. Vous dites à 81% qu'il faut détaxer totalement les héritages, à 3% qu'il faut les taxer plus lourdement et à 16% qu'il ne faut rien changer. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et vous hériterez d'un appel auprès de Cécile de Ménibus, ce qui est quand même un cadeau. Alors désolé, mais les personnes qui décèdent ont déjà payé des impôts et des taxes à chaque bien acquis et chaque centime placé. Alors moi, je défends la détaxe totale. Allez, soyez les bienvenus tout de suite. 15 000 statisticiens pour 60 milliards d'erreurs en 2 ans. On en parle tout de suite. Afuera! Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où on a 15 000 prévisionnistes, entre l'INSEE, la Banque de France et Bercy. 15 000, pas les plus mal payés. Et ça fait bien l'équivalent de 60 000 infirmières. Bon, 15 000 prévisionnistes, à la moitié de la collecte, à la moitié, tu sais, à 100 euros près. On se trompe de 20 milliards une première année, 40 la deuxième, 60 en 2 fois. Ouais. Mais donc, et on passe, et puis, mais on a un problème de fonctionnement. Enfin, tout ça est complètement dément. Alors Philippe David, quand on entend Jean-Louis Borloo dire 15 000 statisticiens, c'est pas facile à dire, avec autant d'erreurs, est-ce que c'est encore supportable aujourd'hui? Alors j'ai la plus grande estime pour la capacité inventive de Jean-Louis Borloo. On dit souvent de lui qu'il a une multitude d'idées, mais qu'il doit avoir à côté de lui quelqu'un pour les organiser. Mais en réalité, vous l'avez dit Philippe, il me semble que sans porter l'opprobre sur ces prévisionnistes, peut-être que le problème de la France est sa complexité inutile. En effet, j'ai cru comprendre qu'il y avait au moins 3 organismes pour faire à peu près la même chose. Et vous savez, pour vous être parfois trompé, à quel point il est difficile de prévoir l'avenir. Mais on peut en tout cas considérer que si on recentrait, si on resserrait, eh bien,
un organisme unique dirigé de main de maître ne commettrait pas autant d'erreurs. Ah, je vois que Sébastien Ménard attend son tour. Il est parti comme une balle. Sébastien Ménard. Ben moi, je suis content déjà de retrouver Jean-Louis Borloo dans le débat public parce qu'il nous avait fait défaut. On retrouve du grand Jean-Louis Borloo. En clair, il est en roue libre, c'est-à-dire qu'il snipe tout le monde dans tous les sens. Mais je ne sais pas s'il a besoin d'être accompagné pour organiser ses idées. Mais en tout cas, ça fait 30 ans qu'il a plutôt des idées et qu'on aurait été bien inspiré. Et qu'on ne l'écoute pas. Voilà, exactement. Et qu'on aurait été bien inspiré de l'écouter un petit peu plus. Alors après, en même temps, il enfonce des portes ouvertes là. C'est que on a 15 000 statisticiens, on a des organismes qui peut-être se tirent la bourse, font concurrence. Et qui ne produisent pas, ne remplissent pas la mission qui devrait être la leur, parce que comptabiliser... Ce qui est dommage au prix que ça coûte. Non mais on est d'accord. Le but est quand même d'organiser stratégiquement les grands travaux de notre pays, d'anticiper les tendances, d'anticiper aussi les coups fourrés que peuvent nous réserver des partenaires commerciaux, économiques ou diplomatiques. Bon, en fait, on se dit qu'on occupe déjà des gens. Alors, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt rassurant, mon cher Philippe Bilger, c'est qu'il y en a 15 000 qui sont au chaud. Voilà. En tout cas, ceux-là, ils sont bien au chaud. En fait, on n'est pas là pour les critiquer. Si, un peu quand même, Sébastien. On n'est pas là pour critiquer. Vous imaginez dans votre entreprise, votre directeur financier qui se plante ? Mais c'est de la responsabilité. Attendez, je vais juste vous dire un truc. C'est de la responsabilité de celui qui cheffe. Un chef, c'est fait pour cheffer, comme disait l'autre. Voilà. Et qu'à un moment donné, au-dessus de cette administration, il y a bien un ministre de tutelle, il y a un directeur d'administration, il y a un ministre de tutelle, il y a un Premier ministre, il y a un président. Voilà. Si on estime que ces 15 000 personnes ne produisent pas ce qu'elles devraient produire, eh ben on peut changer les règles du jeu. Alors, et changer cette le commissariat au plan là-dedans, ça n'a rien à voir. Le commissariat au Gosplan est hors de ça. Moi, je l'appelle le commissariat au Gosplan. Non, alors, je n'imaginais pas, merci Jean-Louis Borloo, qu'il puisse y avoir 15 000 statisticiens pour les comptes de l'État. Au moins, on a le chiffre. Au moins, on a le chiffre. Non, mais j'imaginais pas, parce que aujourd'hui, excusez-moi, avec l'informatique, etc., pour faire des stats et des prévisions, c'est quand même beaucoup moins compliqué qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais ils le font encore avec des bouliers. Non, là, vous chambrez. Et donc, comment peut-on embaucher 15 000 personnes dans 3 administrations différentes pour faire les mêmes choses et où toutes se plantent? Alors, certains ont considéré... Je rappelle quand même qu'on parle de 40 milliards quand même. Hein. Oui, 60 en 2 ans. Oui, en 2 ans, 60. 40, c'est ça, Cécile. Mais le pire, c'est que quand d'aucuns ont dit les agences d'État, il y en a qui font doublon, triplon, quadruplon. On a dit, mais c'est un scandale de toucher aux agences d'État, elles sont vitales pour la nation, pour faire fonctionner les services publics. Mais les agences d'État qui font des doublons, triplons, quadruplons, il y en a des wagons qui coûtent au moins 80 milliards par an. Au moins 80 milliards. Et c'est là où c'est désespérant. On paye des gens très chers, il le dit, 15 000 statisticiens. Grosso modo, 60 000 infirmières. Est-ce qu'on se rend compte qu'on passe 8 heures sur les brancards dans les urgences des hôpitaux? C'est quand même complètement dingue. Je ne peux pas croire, Philippe, tout de même, que ces agences fassent rigoureusement la même chose. Certaines font rigoureusement la même chose sur des sujets, bien sûr que oui. Allez. J'ai juste calculé combien ça pouvait coûter, 15 000 agents à peu près de ce niveau-là. C'est 1 350 millions d'euros. Arrêtez, j'ai envie de pleurer. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. 0826 300 300, qu'en pensez-vous? Alors j'imagine que c'est l'indignation parce que on se pose toujours des questions. Et quand on a lu ça, entendu ça avec Philippe, on s'est dit mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on peut aujourd'hui plus c'est gros, plus ça passe. Mais là ça passe plus les gars. Allez, 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 20h et vous pouvez tout nous dire. Il y a marqué Parlons vrai sur nos murs. C'est le moment. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on est ravis de vous retrouver avec Philippe David avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et puis je rappelle, il y a toujours un petit jeu qui court là. Hein. Je vous le dis tout de suite. À la bonne heure. Bah oui, il y a toujours un jeu là. Il y a toujours notre montre Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie qui vous attend. Ben, c'est facile pour la remporter. Je vous explique. Vous prenez votre portable, vous écrivez Sud SUD et si vous l'envoyez au 7 20 18. Allez, 7 20 18. Ce sera, j'espère en tout cas pour vous. Et on va revenir sur ce débat qu'on avait
il y a quelques instants sur ce que disait Jean-Louis Borloo, 15 000 prévisionnistes et 60 milliards d'erreurs, donc c'est-à-dire 20 milliards une année, 40 milliards d'autres, et c'est ulcérant. Je pense que les gens qui nous écoutent, d'abord on a du mal à imaginer ce que c'est que 40 milliards, puisqu'on ne l'a jamais eu dans sa poche, mais c'est odieux en fait. Je peux vous dire ce que ça fait à peu de choses près. Notre armée se plaint de n'avoir qu'un seul porte-avions. Oui. Avec 40 milliards, on fait 10 porte-avions Charles de Gaulle équipés avec les Rafales, les missiles, les protections, etc. Ça en fait 10 en 2 ans. Fin de la blague. En même temps, ma chère Cécile, et si je ne suis pas aussi indigné que je devrais l'être, c'est que je n'ai jamais surestimé les capacités de performance de l'État et de ces structures-là. À la limite, elles peuvent faire mieux. Hein, c'est une évidence. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est vrai. Mais disons, je n'ai jamais pensé que ces structures, ces organismes, ces prévisionnistes, même dans un corps unique, feraient des miracles. Moi, la question, c'est toujours de se dire si cet argent était le leur, est-ce que et ce serait géré certainement autrement. Dans une entreprise privée, ce serait pas géré comme ça. Sans copinage, sans rien. En fait, Jean-Louis Borloo vient de nous expliquer pourquoi, depuis 8 ans et même au-delà, on a dépensé des milliards auprès de cabinets de conseil. Oui, mais c'est terrible. Oui, mais c'est peut-être aussi parce que en interne, on n'était peut-être pas capable. Je grossis le trait, je fais exprès d'être. Mais tout ça. Après, c'est toujours intéressant peut-être d'avoir un regard extérieur quand vous n'êtes pas dans la machine. Ça, je peux comprendre. Cécile, vous avez 15 000 personnes qui se plantent de dizaines de milliards. Vous avez probablement, parallèlement à ça, pour des centaines de millions d'euros ou des milliards de commandes publiques, j'ai pas le chiffre, de commandes, d'audits, etc., avec autant d'experts, de consultants docteurs, je ne sais quoi. Et qui sont toujours là. Et qu'à la fin de la fin, on arrive à une telle situation. Franchement, les bras m'en tombent personnellement. Non, mais il y a une question qui se pose inéluctablement. Il y en a plein. Mais comment peut-on en arriver là ? Comment peut-on en arriver là ? Est-ce qu'il y a un commandant dans le navire ? Parce que théoriquement, ce que dit Borloo, c'est vrai. Fin juin, vous savez, quand vous avez une boîte, vous avez un exercice qui fait 12 mois, s'il est du 1er janvier au 31 décembre, à fin juin, vous dites, on va faire une année correcte, pas trop mal, très mauvaise ou très bonne, d'accord ? C'est pareil, les rentrées fiscales, en juin, on a déjà une idée, surtout qu'on a l'historique des années précédentes, etc. Et il n'y a aucun correctif. On a l'impression que chacun en fait des statistiques dans son sens, dans son coin, et qu'il n'y a aucun recoupement, et surtout pire, c'est comme les rapports de la Cour des comptes. La Cour des comptes pond des rapports, et il n'y a jamais ou presque de conséquences. Le seul rapport qui a eu le rapport qui a eu le plus de conséquences à la Cour des comptes, pourtant c'était pas le plus coûteux, mais c'est celui qui a le plus fait scandale, c'était l'affaire Crozemarie avec l'ARC, l'association de la recherche sur le cancer. Mais sinon, on se dit finalement, c'est comme la Cour des comptes, on paye des gens très cher pour rien. C'est l'autre vice français, vous les dénoncez très justement, c'est le fait que ces structures non seulement sont parfois un peu parasitaires, superfétatoires, mais qu'elles ne s'entendent pas du tout entre elles. À la rigueur, elles se communiqueraient les informations qu'elles ont. Peut-être que ces 3 structures seraient utiles pour être avec. Oui, fais gaffe, on s'est trompé de 20 milliards l'année dernière, dépêche-toi. Ne communique rien. Mais en fait, tout dépend en fait de la tutelle, parce que vous avez autant d'officines pilotées par tel ou tel ministre, et souvent vous avez évidemment des personnalités politiques qui adressent des missions, des sujets qui nourrissent les travaux du ministère, mais en fait il n'y a pas de coordination interministérielle. Vous n'avez pas, et que moi je ne veux pas mésestimer ou sous-estimer le travail ou la qualité du travail. Mais la réalité, c'est que, là, en l'occurrence, les travaux ont abouti, a priori, à des erreurs importantes. Oui. Donc j'ai retenu, c'est combien ? 10 porte-avions, c'est ça ? 10 porte-avions, c'est ça, peu de choses près. Mais ce qui est gravissime, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. C'est-à-dire que on a entendu ça sous Sarkozy, on a entendu ça sous Hollande, on entend ça sous Macron. Avant, sous Mitterrand. J'étais pas né. Et
Si, un peu. Gros mensonge. Mais oui, j'essaye. Je soigne ma fan base. Mais ce qui est juste dingue, on n'apprend pas de nos conneries, on n'apprend pas de nos bêtises, on n'apprend pas de nos erreurs. Ce qui est fou, c'est que c'est très encadré pour un chef d'entreprise, c'est très encadré pour voilà, chacun, et ça devrait être très encadré. Peut-être que... mais parce que les finances publiques, dans la tête, dans l'inconscient collectif, les gens ont toujours estimé que c'était un tiroir-caisse sans fond. C'est ça. C'est ça le problème. Mais c'est ça. C'est ça le sujet. Mais c'est ça. Mais surtout que pendant des années, ça marchait. Parce que quand on avait le franc, qu'on n'avait pas l'euro, qu'on n'avait pas de compte à rendre à Bruxelles et à la BCE à Francfort, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de l'inflation. Oui. On imprimait des billets et on dévaluait. En dévaluant, on gagnait de la compétitivité pour les exportations, on renchérissait les importations et on s'en tirait toujours pas trop mal. Mais c'est pas une mauvaise stratégie. C'est pas une mauvaise stratégie. Mais l'Italie, comment elle a fonctionné? L'Italie, elle a dévalué la lire, en veux-tu, en voilà. Quand on est passé à l'euro, c'était 6 francs 55. La lire, c'était de mémoire 1983. Posez-vous la question pour laquelle, et c'est l'une des vraies seules raisons pour laquelle la Hongrie ne veut pas de l'euro. Parce que sinon, elle risque de perdre sa compétitivité. Mais la question qui se pose, c'est comment se fait-il? Parce qu'il y a aussi un vice qui arrive, et c'est pas vous qui êtes énarque qui allez me dire le contraire, je pense, c'est quand on fait les budgets, les années d'élection, en général, pour faire des cadeaux, on surcharge le taux de croissance en faisant une croissance abracadabrantesque prévisible. Et après, on se plante, on fait du déficit massif. Vous êtes d'accord, oui ou non? Oui, mais vous avez le sentiment aussi que comme on est perpétuellement en élection, on vous ment chaque année. C'est-à-dire, non, mais c'est aussi un peu ça le sujet. C'est que si que c'était uniquement au moment où vous passez au tourniquet de l'élection présidentielle, on pourrait se dire que. Mais la réalité, c'est que chaque année, en chaque fin d'année ou en chaque début d'année, on essaye et on ne peut pas en vouloir à celles et ceux qui nous gouvernent d'être enthousiastes, d'être optimistes, etc. Parce que leur parole est importante. L'engagement qui est le leur est important. Mais la réalité, c'est qu'on se plante. On se plante chaque année. La politique, c'est l'art du mensonge pour la bonne cause. Pour la bonne cause, c'est ça. Je crois que là, dans ce domaine, c'était Mendès France qui avait raison, c'était le langage de vérité. Le problème, c'est que le langage de vérité vous condamne électoralement 8 fois sur 10. Mais regardez aussi la logique trumpienne ou trumpiste. On se doute bien qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il adresse de manière extravagante et positive, tout en sachant que s'il en obtient la moitié ou le quart de la moitié, c'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro. Non, mais même dans les projections. Donc ça ne me choque pas. La réalité, c'est après l'exécution et la réorientation telle que vous l'expliquiez tout à l'heure. Merci beaucoup, mes amis. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Encore quelque chose auquel on ne peut pas croire forcément. Payer votre loyer ne vous garantira certainement pas de ne pas être expulsé de votre logement. Et oui, Cécile, figurez-vous que c'est exactement ce qu'a découvert à ses dépens une locataire parisienne. On n'y croit pas. La femme concernée est partie vivre à Nantes pour profiter du grand air pendant le Covid-19, tout en gardant son appartement à Paris, histoire d'avoir tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Histoire d'avoir un petit pied-à-terre au cas où, on ne sait jamais. Problème, elle n'a pas respecté ses obligations légales, notamment laisser visiter le logement pour une vente, par exemple. Le propriétaire est intervenu, persuadé qu'elle était décédée. C'est là où ça devient un peu marrant. Persuadé qu'elle était décédée, il n'arrivait donc pas à la joindre. Il a fait appel à la justice. La justice, elle a tranché. Elle a résilié le bail, malgré les loyers qui sont payés automatiquement. Et quand la jeune femme était réapparue un an plus tard, et bien surprise, l'appartement avait déjà retrouvé de nouveaux habitants avec de nouvelles serrures. C'est assez fou. Et puis on est avec Jonathan Belaïch, qui est avocat fondateur de Goldwyn Avocat. Bonsoir maître. Bonsoir maître. Bonsoir. Alors moi je vous pose cette première question. Est-ce que c'est une situation classique? Je ne pense pas que ce soit toujours comme ça quand on veut laisser son appartement de côté. C'est pas une situation qui est normale, on est d'accord? Écoutez, je n'ai pas la décision, je ne l'ai pas lue. Il est possible, il est probable que la locataire n'ait pas été défendue dans la mesure où nécessairement, je suppose, que le bailleur a dû faire signifier l'assignation en justice à une adresse à laquelle elle n'était pas. Donc il est sûr que quand on se fait attaquer et qu'on n'est pas présent à son procès, on peut parfois avoir des décisions assez étonnantes. Après, si vous me demandez de savoir si ça constitue un manquement suffisamment grave de ne pas laisser l'accès à son propriétaire, bien entendu que ça peut constituer un manquement grave, notamment quand on a affaire à des questions d'entretien et de lourds travaux. Et
en l'occurrence, c'est que ça reste quand même une décision qui est de l'appréciation souveraine des juges. Maître, ça veut dire que quand on paye son loyer automatiquement, ça vous protège quand même un petit peu, non ? Attendez, il faut bien comprendre que l'obligation essentielle dans un bail, bien entendu, c'est de payer son loyer. Mais c'est pas parce que vous payez votre loyer que vous pouvez pas assurer votre logement. Si jamais vous ne l'assurez pas qu'il y a un incendie, c'est tout aussi grave que pas payer son loyer. Si jamais il y a des travaux qui portent atteinte, qui peuvent porter atteinte à l'immeuble et que on peut pas les faire parce que vous laissez pas l'accès à votre logement, bien entendu que c'est extrêmement grave. Et il y a le cas sur lequel j'interviens très souvent, c'est celle des sous-locations sans l'accord du bailleur. Ah oui. Donc bien entendu que oui, si vous payez votre loyer, c'est essentiel, mais si vous ne respectez pas tout le reste, dans ce cas, il est normal que le bailleur puisse agir. Dans ce cas, comme fait Philippe David. Mais bon, ça, c'est pas... Quels sont les recours, maître, justement pour un propriétaire si un locataire ne permet pas l'accès pour des visites 30 secondes. De manière efficace, déjà il le met en demeure, étape 1. Ensuite il peut tenter de faire une sommation par huissier. Ça, c'est l'étape 2. Et si jamais ça ne marche pas, il l'attaque en justice pour soit résilier le bail ou à minima demander une exécution forcée, demander au juge d'obliger le locataire à laisser les accès. Merci beaucoup, maître. Jonathan Belaïch, avocat fondateur de Goldwyn Avocat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe David. Je veux qu'on continue à afficher nos sexes sur nos cartes d'identité. D'accord, pas de photos bien sûr. Oh non, pas trop. Et Gérald Darmanin à l'ENM, ma chère Cécile. Et Sébastien Ménard. Moi, je vais parler de la future conférence Les pieds dans le plat du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Eh bien, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Cette émission est pour vous et par vous. Donc, vous êtes les bienvenus à l'antenne jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et nous sommes entourés de tonton Philippe Bilger. Ça va, tonton? Ah mais tonton va très bien. Ouais, voilà. C'est flatteur, tonton. Oui, c'est pas le tonton flingueur, c'est le tonton flatteur. Voilà. Voilà. Et c'est le tonton mitterrandien. C'est la femme, je pense. Le tonton, c'est affectueux, je trouve. C'est très. Oui. Bientôt, vous allez mettre sur vos genoux, je le sens. Vous emballez pas. Il aura attendu. Hein. Je commence à fantasmer. Je vous le dis, on va finir par mettre un carré blanc à cette émission. C'est plus possible. Philippe Bilger, Philippe David, bien entendu, bien sûr, et Sébastien Ménard sont avec nous. On vous souhaite la bienvenue tout de suite autour de table de l'actu des vraies voix. Mais Manu, on va bientôt se mettre à table. On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes le tour de table de l'actualité. Philippe David, quand la France Insoumise veut des cartes d'identité mais sans sexe. Oui, alors le groupe de la France Insoumise a déposé une proposition de loi pour supprimer la mention du sexe sur les cartes d'identité. Il y a marqué sur vos deux cartes d'identité homme ou femme. Alors avec l'argumentaire est long, je vais juste vous en prendre 5 lignes. L'inscription du sexe sur la carte nationale d'identité est une forme de discrimination car elle peut contraindre celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les catégories hommes ou femmes, comme les personnes transgenres, non-binaires, intersexes ou celles qui choisissent d'avoir un genre différent de leur sexe biologique, à révéler une information qui ne correspond pas à leur identité. Alors désolé, ne leur en déplaise, moi je pense comme Donald Trump qu'il n'y a que 2 sexes, les hommes et les femmes. Alors après on fait ce qu'on veut, on peut s'habiller en femme en soirée quand on est un homme, on peut s'habiller en homme quand on est une femme. Moi j'ai aucun problème là-dessus, dès lors que les choses se passent entre adultes consentants. Mais oui, parce que quand une personne va être en photo sur une carte d'identité, une personne avec des cheveux très courts, qui n'a pas un physique éminemment masculin ou féminin, comment est-ce qu'on va faire pour vérifier que c'est bien la bonne personne? Mais ça va être difficile pour les pays comme les États-Unis, par exemple. Absolument. Là, alors, aux États-Unis, il faut le passeport pour rentrer. Donc là, c'est pas sur le passeport, c'est que sur la carte d'identité. Mais quand je pense que nous sommes un pays qui est au bord de faire faillite, où il y a une insécurité galopante, où ça va pas bien,
poser une proposition de loi comme ça, je me dis que certains ont quand même de drôles de priorités. Enfin, si vous demandez pardon sur la carte d'identité, il faut demander aussi sur le passeport. Oui, alors le passeport, donc, ce sera refusé par les autres pays. Allez, Ça va être Je vous rejoins Philippe, mais j'ai l'impression que tous les deux, au moins, nous sommes devenus trop simplistes dans un monde qui devient épouvantablement complexe dans ce domaine. Nous n'avons que une alternative très simple entre le masculin et le féminin, alors qu'il y a tant de variations possibles. Ne racontez pas votre vie privée. Non, on est simpliste. Sébastien Ménard. Moi, je suis aligné avec vous. Alors, un peu moins caustique, un peu moins violent intellectuellement. On est une femme, on est un homme, mais on peut aussi avoir le droit, dans un monde tel que nous le vivons, de choisir. Et que quand ce choix, il repose non pas sur un effet de mode, sur une lubie, j'ai envie de dire générationnelle, mais sur vous pouvez tomber sur des jeunes femmes qui ne sont pas nées petites filles, qui sont nées avec un sexe de petite fille, mais qui sont un garçon. Voilà, ça existe aussi, et la réciproque est aussi vraie. Elles deviennent garçons, et puis c'est un garçon. Non, mais il faut juste. J'allais y venir, ma chère Cécile. Non, parce qu'on a très peu de temps. Il faut juste que ça aille plus vite. Entre le M et le F, si on doit pouvoir changer, si on a le droit de changer, parce que moi je ne suis pas pour le faire disparaître, il faut juste que ça aille beaucoup plus vite. Voilà. Et puisque vous avez à côté de vous Philippe Bilger, cette visite de Gérald Darmanin à l'ENM à Bordeaux. Oui, alors je vais essayer d'être bref alors que le sujet pourrait vous intéresser. J'espère. On l'a tellement bien vendu. Non, mais je veux dire, il pourrait susciter un débat beaucoup plus long. D'accord. Vous avez 30 secondes. Gérald Darmanin est allé à l'École nationale de la magistrature et il a dit il faut que la magistrature ressemble à la société. C'est-à-dire que on élargisse les possibilités de choix et qu'en réalité, elles se diversifient. Ça, je suis d'accord. Mais il ajoute aussi, et là je suis totalement en désaccord, il faut que les magistrats ressemblent à ceux qu'ils vont juger. Et alors là, ça me paraît complètement faux, parce que le problème de la magistrature d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus la distance, c'est qu'elle n'a plus, je dirais, la qualité, le respect, la réserve qu'elle doit justement avoir à l'égard des gens qu'elle juge. Dire que les magistrats doivent ressembler à ceux qu'elle juge, ça deviendrait dramatique. Et imaginons le pire, pour rester dans le registre caustique, on va pas ressembler à ceux qu'on condamne. Oui, on va pas ressembler à un braqueur ou un violeur quand on est juge. Gérald Darmanin aurait dû peut-être complexifier sa pensée. Ou préciser sa pensée. Oui, préciser. Voilà. Ça, on est bien d'accord que ça pose question. On va pas demander à un braqueur ou à un meurtrier Non, mais attendez, vous pensez pas ce que vous êtes en train de raconter. Non, mais évidemment, mais par contre, il aurait avec fait vous, de j'ai des doutes, Philippe David. Si, ce qu'il dit. Mais non, ce que dit probablement, je suis pas dans la tête de Gérald Darmanin, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut effectivement une magistrature qui soit intellectuellement, socialement, sociologiquement et politiquement plus ouverte. Voilà ce qu'il dit. C'est pour ça que je suis d'accord avec Darmanin sur ce point, c'est que, notamment comme à Polytechnique, ENA, etc., vous avez 2, 3, 4% de fils d'ouvriers ou de filles d'ouvriers, d'accord, et d'employés. Là, le but, ce serait qu'il y ait beaucoup plus d'ascenseur social. C'est vrai. Et je suis entièrement d'accord. Et ça, il a raison, mais l'autre, il a tort. Bah oui, mais comment c'est pas super clair en fait. Pour l'autre point, ça dépend des magistrats aussi. C'est eux qui veulent à tout prix ressembler à tout prix à ce que le commun des citoyens parfois a de pire. Mais là, je pourrais continuer, je serais trop long. Juste un petit mot, Philippe. Est-ce qu'il y a une réforme quand même à faire sur cette justice? Non, mais vous êtes d'accord avec ça, vous? Totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que prévoit Gérald Darmanin pour l'instant. On a enfin un grand garde des Sceaux. On l'a attendu durant des années. Ah non, mais c'est vrai qu'il est dans ce domaine, il est bon. Ouais, il est bon. Sébastien Ménard, la future conférence, le pied dans le plat du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. En fait, il a posé une question, Jean-Pierre Farandou, donc le nouveau ministre du Travail. Je rappelle qu'il était le patron de la SNCF il y a quelques jours encore. Et il se dit, finalement, le débat sur la retraite, posons-nous la question, pourquoi finalement la plupart des Français ne veulent pas travailler plus et veulent finalement profiter d'une retraite le plus tôt
possible. Alors il pose une question, et c'est vrai que ça paraît un peu bête, mais il a raison de poser cette question, parce que c'est la bonne question. Il dit pourquoi autant de Français, quel que soit leur métier ou presque, à 60-62 ans, ont-ils autant envie de quitter leur travail? Alors moi, je pense que les réponses, on peut déjà lui donner, parce que les gens ne sont pas nécessairement en France très bien payés. Premier élément. Vrai problème. Voilà. Que les gens ne sont pas suffisamment nombreux à travailler. On l'a déjà dit sur cette antenne. 68 millions de personnes en France, 28 millions de personnes qui tirent la carriole et qui travaillent pour tous les autres. Et puis le travail est dur. Voilà, faut quand même pas se... Enfin, je parle pas pour moi, je parle pas pour Philippe David ou... Non, moi, c'est épuisant. Voilà. Oui, bien sûr, avec nous, sûrement. Non, et vous avez oublié un paramètre, Sébastien. Oui. Ils n'ont pas un métier, ils font pas un métier qui leur plaît. Oui, mais vous me coupez la parole, c'est incroyable. Pardon. Mais vous et moi, on est connectés, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas bien Vous payé. allez trop vite. C'est pas bien payé. On n'est pas suffisamment nombreux à travailler. Et puis le métier plaisir. On est combien à exercer des métiers qu'on a choisis? J'allais y venir, Cécile. Ça, c'est vrai. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc je suis très heureux. Je connais pas Monsieur Farandou, mais je suis très heureux qu'on pose enfin cette question, parce qu'encore une fois, moi j'entends tous mes copains de centre droite, de droite, etc. dire oui, il faut travailler plus. Non, faut pas travailler plus. Moi je pense qu'on a mieux à faire à 65 ou 67 ans que de continuer à travailler, clairement. Mais il y a une façon de raconter les métiers aussi, Sébastien. C'est-à-dire que moi j'entends et je vois des chefs d'entreprise parfois avec certaines personnes, on les valorise pas dans leur savoir-faire. Et moi je dis toujours, mais même la personne qui est dans une usine, qui met la même pièce au même endroit tous les jours au même endroit, faut expliquer à ces gens que sans eux, la machine s'arrête en fait. C'est la valorisation aussi du travail et des gens. Mais quand bien même vous les valorisez, quand bien même vous racontez la belle et grande histoire et la véritable histoire, faut juste comprendre qu'au bout de 30 ans ou 35 ans ou 40 ans à embouteiller des pièces en industrie, vous en avez, je vais être poli, quoi. Voilà, ras-le-bol. Il y a la formation. Oui, mais vous allez pas d'un ouvrier qui sort, qui a fait 30 ans de manufacture sur une ligne de production, vous allez pas en faire un comptable, un expert comptable ou un communicant à l'heure de ChatGPT. Enfin voilà, c'est plus possible ça. On peut lui ouvrir des voies plutôt. Ces gens-là, le rapport au travail n'est plus évident. Comme le dit Cécile à très juste titre, il y a des entreprises notamment pour le travail. Franchement, c'est vrai. Bravo. Il y a des entreprises pour le travail. Mais non, pas du tout. Il y a des entreprises pour le travail à la chaîne, par exemple, où on vous dit, bon, lundi, tu vas être sur telle pièce, mardi, tu vas être sur telle pièce, mercredi, pour pas que ce soit tous les jours la même chose. Et je crois que c'est une très bonne chose. Mais il faut se dire juste les choses. Il faut que plus de gens travaillent. Et il faut accepter qu'on ne soit pas tous égaux face à la durée du temps de travail. Mais on n'est pas clairement. Égaux. Voilà. Et posons-nous la question des gens heureux. Voilà, le bien-être au travail, le bonheur au travail. Je pense que c'est la vraie réponse que tout le monde se pose pour faire passer cette fameuse réforme des retraites. Ouais, si on les valorisait aussi un peu plus, peut-être qu'ils prendraient aussi confiance en eux, de se dire on peut faire autre chose, je peux prendre des risques et des choses comme ça. En fait, il faut tout repenser et peut-être remettre un peu l'humain au cœur des métiers. Et tout remettre à plat. Bravo Cécile, vous êtes étincelante. Donc les pieds dans le plat, remettre à plat. C'est à côté de la radio, c'est mon travail tous les jours de valoriser les gens. Il faut les valoriser les gens. Il faut leur apprendre des choses, leur ouvrir des portes. Et pour n'importe quel travail. Mais oui, n'importe quel. Moi j'ai fait des trucs compliqués dans ma vie. J'ai pas fait que de la télé. C'est une évidence. Donc si vous traitez bien les gens, si vous leur donnez la possibilité d'avancer, de trouver des perspectives, de les reformer, de les valoriser, c'est plus du tout le même travail. Parfait exemple. Vous, Philippe David, vous êtes devenu un éminent journaliste alors qu'avant vous aviez fait faillite. Oui. J'ai compris, j'ai jamais fait faillite. Non, c'est comme il n'avait pas la lumière à tous les étages, il a décidé de faire journaliste. N'importe quoi. Allez, les amis, dans un instant, l'info en plus. On reviendra sur cette commission d'enquête sur les frères musulmans. Et quoi qu'il en soit, ce numéro de téléphone 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David.
Allô Sud Radio, 0826 300 300. Oui, bon, vous pouvez me passer Philippe David, s'il vous plaît. Philippe C'est David. lui-même, bonsoir. Bonsoir, c'est Cécile de Ménibus. Bonsoir, Cécile. J'aimerais bien parler à la radio. Eh bien, que écoutez, dois-je faire? Eh bien, continuez. Voilà, c'est bien. Le 0826 300 300. Absolument. Si j'ai envie de débattre avec vous. 5 centimes l'appel et c'est la voix magnifique avec De son Aude sourire qui d'Aude répond. qui vous décrochera. Vous voyez, c'est facile. Voilà. On est ensemble jusqu'à Aude qu'on embrasse. 20h et tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et la France, l'Autriche et les Pays-Bas demandent à la Commission européenne de stopper les subventions accordées à des associations liées aux frères musulmans. On va en parler avec Emmanuel Razavi qui était avec nous. Bonsoir Emmanuel Razavi, merci d'être avec nous. Bonsoir, chère Cécile, merci de me recevoir sur votre antenne. Bonsoir. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous, vous êtes grand reporter et écrivain franco-iranien. Philippe Bilger, on va revenir sur cette commission d'enquête. Vous avez fait le buzz depuis hier avec votre témoignage devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur les liens entre les groupes politiques et les frères musulmans. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous avez dit, puisque vous avez parlé plus d'1h15, donc c'était quand même très long. Quelle est la quintessence de ce que vous avez dit, notamment sur l'infiltration des frères musulmans dans la classe politique en France? Alors en fait, il y avait deux choses. Moi, je suis beaucoup intervenu, évidemment, on a parlé des frères musulmans, mais je suis intervenu notamment sur le rôle des services secrets iraniens, et notamment les services secrets du corps des gardiens de la révolution iranien, en fait, en France, et la façon dont ils instrumentalisent la cause palestinienne, si vous voulez, pour déclencher, en fait, des manifestations, parfois des émeutes, et évidemment, pour faire pression, cela sur le gouvernement français, pour que le gouvernement français fasse à son tour pression sur Israël, pour que Israël retienne ses coups à Gaza, évidemment, au Liban, et contre la République islamique d'Iran. Et évidemment, j'ai beaucoup parlé, si vous voulez, de la jonction qui est opérée entre les islamistes. Alors vous avez parlé des frères musulmans à raison, d'accord, et l'extrême gauche qui ressemble très clairement à ce qui s'est passé en Iran dans les années 70, où la révolution qui a renversé en fait le Shah d'Iran était une révolution en fait qui avait été, si vous voulez, qui s'était développée sur la jonction et l'alliance entre les communistes, ce qu'on appelle les islamistes marxistes et les frères musulmans. Il faut jamais oublier que bien que chiite, l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique d'Iran, il appartenait à une organisation qui s'appelait les Fédayines Islam, qui était une organisation en fait frériste. C'était la branche en fait des frères musulmans chiites. Peu de gens le savent parce que c'est assez peu abordé par les universitaires, mais néanmoins c'était une réalité. Emmanuel, j'ai eu la chance de vous entendre déjà ce matin, mais il y a un point qui m'a beaucoup intéressé et qui concerne la magistrature. À votre avis, pourquoi celle-ci est-elle si frileuse parfois à l'idée de tirer les conséquences pénales de ce qu'on sait de manière parfaitement claire par ailleurs? Autrement dit, est-ce que tout ce que vous dites et qui est attesté, j'ai cru comprendre que parfois vous regrettiez qu'on n'en tire pas des poursuites sur le plan pénal? Alors, vous avez raison de poser cette question. On l'a abordée hier lors de la commission d'enquête, lorsque j'ai témoigné. Je pense que c'est évidemment très complexe, si vous voulez, les sujets que des journalistes comme moi, comme Nora Bussini, qui a témoigné aussi il y a quelques jours. Vous savez, ces enquêtes que nous faisons, elles sont très complexes, même pour nous qui sommes spécialistes. Et on peut comprendre qu'un magistrat, qu'un juge n'ait pas, je dirais, la connaissance, si vous voulez, que nous avons aujourd'hui. Et avant, je dirais, aujourd'hui, de critiquer en fait les juges sur ce dossier-là, je pense qu'il faudrait arriver à les sensibiliser, peut-être les former sur tous ces réseaux qui sont extrêmement complexes, parce que pour beaucoup de gens d'ailleurs, Philippe, vous le savez, quand on parle des frères musulmans, on ne sait pas bien de qui on parle. Beaucoup de gens confondent frères musulmans et musulmans. Ceux qui connaissent les frères musulmans considèrent qu'il n'y a que des islamistes sunnites. Or, je viens de vous raconter il y a quelques minutes qu'en Iran chiite, il y a aussi en fait des frères musulmans. Donc vous voyez, toutes ces connexions, y compris avec l'extrême gauche, elles sont pas simples à prendre. Déjà pour des journalistes, je peux vous garantir que moi qui enquête là-dessus depuis presque 30 ans, c'est compliqué. Donc on peut tout à fait imaginer que des magistrats aient de la peine à cela. Et moi je trouve que c'est important. De temps en temps, quand je donne quelques conférences, je me retrouve aux côtés de magistrats. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut échanger. Alors bien sûr, vous avez des magistrats, et vous connaissez ça mieux que moi, qui sont des spécialistes de l'antiterrorisme, qui eux, pour le coup, ont la bonne formation et la bonne connaissance de la chose. Voilà. Mais tous les magistrats ne sont pas des magistrats antiterroristes. Merci en tout cas Emmanuel Razavi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter et écrivain franco-iranien. Et tout de suite, et si vous étiez ministre ?
Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est Basile de Rouen qui vient d'une façon presque anonyme, parce que quelque part il est ministre quand même. Hein. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, si vous étiez ministre de la Jeunesse, monsieur le ministre, quelle serait votre première proposition ? Eh bien, écoutez, merci de me recevoir. Déjà, dans un premier temps, c'est un plaisir, après ce changement d'heure, de faire ce changement de ministère. Après déjà une prise de parole symbolique pour m'opposer à la taxation des alternants qui n'est pas encore votée, pour ma part, je déposerai un projet de loi pour instaurer la gratuité des transports pour les moins de 25 ans. C'est quelque chose qui me paraît essentiel aujourd'hui pour des jeunes à moins de 25 ans qui sont souvent oubliés, qui n'ont pas encore le droit au RSA, puisque c'est à partir de 25 ans qu'ils peuvent l'obtenir. Donc, une aide via les transports, ça me paraît tout à fait normal. Et effectivement, comme première mesure. Philippe C'est bien. Oui. Il aura une sacrée bande auprès de lui. Hein. Ouais. La bande à Basile, ça c'était un groupe des années 70, c'est très bon ça. Mais Basile n'était pas né. Hein. Si ma bande c'est ma majorité, j'y suis prêt. En tout cas, votre idée est très bonne. Monsieur le ministre. Sébastien Ménard ? Comme il y aura probablement un futur gouvernement dans les jours à venir, on pourra rappeler notre auditeur. Voilà, oui. c'est ça. Absolument. Il va se retrouver au gouvernement, c'est bien, c'est une promotion. Basile, vous avez moins de 25 ans ? Non, je les ai un petit peu dépassés là. C'est pour ça que je suis solidaire avec ceux qui l'ont. Voilà. Avec ceux qui l'ont. Qui ont un peu galéré aussi. On a 15 000 statisticiens à occuper et à driver. Ça vous intéresse ? Et honnêtement, la probabilité que vous fassiez pire n'existe pas. Voilà. Donc, Monsieur le ministre Basile, en tout cas, merci d'avoir accepté de rentrer dans ce rôle qui vous va très bien, je vous le dis. Merci en tout cas. Si vous voulez vous aussi être ministre, vous pouvez d'ores et déjà appeler au 0826 300 300 et Aude sera ravi en tout cas de vous coller cette étiquette de ministre, on ne sait pas encore de quoi, mais ce sera ministre. En tout cas, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Mon cher Philippe. Carlos Tavares a raison, il faut remettre la France au boulot. Eh ben, dis donc, vous allez bien vous faire engueuler, vous. Oui, et puis, tout de suite... Tout de suite, on parle crypto-monnaie avec Thomas Binet. Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode des incontournables de la crypto-monnaie. Je suis ce soir avec Pierre Loisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on entend souvent que Bitcoin et crypto-monnaies sont utilisés pour le blanchiment par les trafiquants. Alors, qu'en est-il réellement ? Oui Thomas, Satoshi Nakamoto a inventé Bitcoin en 2008 comme outil d'émancipation financière capable de mettre fin au monopole monétaire. Mais les banquiers centraux et leurs édiles ont inventé toutes sortes de critiques depuis. Comme ces critiques visaient en fait la concurrence des monnaies, elles étaient le plus souvent discutables. Cependant, les usages illicites des crypto-monnaies sont une réalité et ils servent de justification à la mise en place de régulations de plus en plus lourdes. Alors on parle souvent de l'anonymat des crypto-monnaies. Est-ce là réellement le problème, Pierre ? En effet, un des arguments souvent avancés contre les crypto-monnaies est leur capacité supposée à offrir un anonymat total. Certes, contrairement aux transactions bancaires, elles ne nécessitent pas d'intermédiaire centralisé et peuvent être réalisées entre deux adresses pseudonymes. En revanche, une transaction Bitcoin laisse une trace indélébile dans la blockchain, visible par tous. Les autorités disposent d'ailleurs aujourd'hui de puissants outils d'analyse qui permettent de remonter les flux financiers. L'anonymat total n'est réellement possible qu'avec certaines crypto-monnaies dites privacy coins comme Monero ou Zcash qui brouillent volontairement les pistes. Alors on entend souvent parler quand même du rôle des crypto-monnaies dans le darknet, ce qui est d'ailleurs une partie cachée d'Internet, Pierre. Tout à fait Thomas. Depuis l'essor de Silk Road en 2011, fermé par le FBI en 2013, certains sites illégaux ont prospéré en proposant des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ces plateformes permettaient l'achat de drogue, d'armes, de faux papiers ou encore de données volées. Bitcoin fut pendant un temps la monnaie de référence de ces activités. Mais les vendeurs et acheteurs de l'ombre préfèrent désormais Monero, jugé plus sûr. Cela illustre l'adaptabilité des cybercriminels qui choisissent leurs outils en fonction des risques de détection. Alors, hormis ces places de marché illégales, y a-t-il d'autres cas d'usage illicite ?
Oui, Thomas. Une autre utilisation illicite majeure des crypto-monnaies concerne les attaques par rançongiciel, ransomware en anglais. Ces logiciels malveillants bloquent l'accès aux données d'une entreprise ou d'un particulier en exigeant le paiement d'une rançon en crypto pour restituer l'accès. Alors qu'en est-il du coût du blanchiment d'argent ? Eh bien, concernant le blanchiment, les crypto-monnaies sont également utilisées parfois pour blanchir des fonds ou échapper au fisc. Certains réseaux convertissent leurs gains en crypto afin de brouiller les pistes, puis les réinjectent dans l'économie légale via des plateformes d'échange non régulées. Pour se protéger, les autorités imposent aujourd'hui des obligations strictes aux exchanges régulés. Vérifier l'identité par la KYC, surveillance des transactions suspectes, gel des avoirs en cas de doute. Mais une partie du blanchiment se déplace vers des plateformes décentralisées, les DEX, plus difficiles à contrôler. Alors du coup, quelle est l'ampleur réelle de ces usages illicites rencontrés ? Alors, selon un rapport de Chainalysis publié en 2023, seuls 0,24% des transactions en crypto-monnaie seraient liées à des activités illicites. Ce chiffre est en baisse d'ailleurs par rapport aux années précédentes, malgré l'augmentation globale des volumes échangés. En comparaison, l'argent liquide et l'or restent les outils privilégiés du crime organisé. D'ailleurs, le Fonds monétaire international estime que 2 à 5% du PIB mondial est blanchi chaque année via des circuits bancaires traditionnels. Les crypto-monnaies ne représentent donc qu'une fraction infime du problème global et peuvent même être considérées comme un outil contre les trafics du fait de leur traçabilité. Alors face au risque, quelle est la réponse du législateur ou et du régulateur ? Alors en Europe, l'Union européenne a adopté en 2024 le règlement MiCA qui encadre les prestataires de services liés aux crypto-monnaies. Aux États-Unis, le Trésor surveille de près les flux crypto et sanctionne les plateformes qui facilitent les activités criminelles. Et par ailleurs, les sociétés d'analyse blockchain travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre pour identifier les transactions suspectes. Plusieurs arrestations récentes de groupes spécialisés dans les rançongiciels ont d'ailleurs été possibles grâce à cette technologie. Alors, ce qui veut dire que la criminalisation systématique des crypto-monnaies serait exagérée selon vous ? Tout à fait, Thomas. Comme toute innovation technologique, elles peuvent être utilisées de manière illicite. Internet lui-même a été accusé de servir la cybercriminalité sans que l'on songe à l'interdire pour autant. Mais le véritable enjeu est de trouver un équilibre entre un excès de régulation qui pourrait étouffer ce secteur porteur d'opportunités et un laxisme total qui faciliterait les trafics. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on aime bien faire le tour des communes de France où vous nous écoutez. Très sympa, Mont-de-Marsan, bien entendu. Je rappelle que vous nous écoutez sur le 94.1 avec Philippe Bilger autour de cette table, avec Sébastien Ménard que vous connaissez bien maintenant, et Philippe David. Il n'est pas content. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt au Campanile no meio da aldeia, puisqu'il s'agit du village de Santarém, à environ 80 km au nord de Lisbonne. Pourquoi Santarém ? Parce que c'est là que vit désormais l'ancien patron de Stellantis, Carlos Tavares, et que dans le livre qu'il vient d'écrire et qui sort chez Plomb, Un pilote dans la tempête, il n'y va pas avec le dos de la cuillère en termes de propos qui mettent le doigt là où ça fait mal, notamment sur les mots qui touchent la France. Parmi ces propos, un a particulièrement retenu mon attention, je cite, « La France est une société décadente qui a oublié la valeur travail ». Un propos direct, brut, que probablement aucune personnalité politique n'oserait tenir, mais un propos malheureusement vrai. La preuve, comment expliquer, alors que le pays est au bord de la faillite, que le point crucial de négociation pour éviter une censure à gauche consiste à mettre en pause une réforme des retraites dont on sait d'ores et déjà qu'elle sera insuffisante vu la démographie et la hausse de l'espérance de vie. Cette mise en pause va coûter des milliards alors que nous sommes au bord de la faillite ? Tant pis, ce seront nos enfants et petits-enfants qui paieront les pots cassés, parce que la France a oublié la valeur travail.
Comment, alors que la France est en Europe le pays où on part le plus tôt en retraite, où on travaille le moins en heures hebdomadaires et par année de travail, et dans lequel parler de travailler plus est un tabou, ne pas comprendre pourquoi notre pays se désindustrialise et se déclasse dans la concurrence mondiale, ce alors que nous vivons dans l'espace le moins protégé du monde entre concurrence intra-européenne et extra-européenne, parce que la France a oublié la valeur travail. Une valeur travail qui est également dévalorisée par le fait que trop peu de gens travaillent et qui travaillent beaucoup et qu'ils sont surtaxés pour payer tous ceux qui ne travaillent pas, puisqu'il y a environ 30 millions de personnes qui travaillent pour 68 millions d'habitants. Une réalité économique impossible à évacuer, mais ne vous inquiétez pas, nos politiques vont mettre en veille la réforme des retraites et créer plein de nouveaux impôts. Ce matin, l'entretien de Jean-François Aquili avec Nicolas Dufourcq qui est limpide. Même moi, j'ai un peu compris ce qu'il a dit et il a partiellement approuvé tous les propos de votre monsieur Tavares qui, je n'ose pas prononcer le village portugais. Non, Carlos Tavares. Et deuxième élément, ce que vous dites est d'autant plus vrai que avec la dérive du gouvernement actuel qui a tout cédé d'une certaine manière aux socialistes qui ne sont pas des épris absolus de la valeur travail. Sébastien Ménard. Je suis complètement aligné évidemment avec ce que vous dites, même si moi je suis de ceux qui pensent que la réforme des retraites telle qu'elle était proposée n'était pas une bonne réforme. Alors qu'il faille faire bouger les curseurs, oui, mais encore une fois, c'est ce que je disais dans mon tour de table, qui est modestement complémentaire à votre coup de gueule. C'est que le vrai sujet qu'il faut se poser, c'est il faut rendre le travail attractif, rémunérateur, bien sûr, et que ça redevienne un facteur d'émancipation personnelle, sociale, intellectuelle et évidemment financière. Et aujourd'hui, c'est pas franchement le cas. Les revenus, pour certains, c'est pas une majorité, mais enfin, la majorité commence, enfin la minorité donne le sentiment de devenir une majorité. Il faut que les revenus du travail soient supérieur, voire très supérieur aux revenus du non-travail. Bien sûr. Et c'est un vrai problème dans un État-providence comme le nôtre. Je rappelle qu'on est l'État-providence probablement le plus généreux au monde. Merci beaucoup Philippe David, à retrouver bien entendu en podcast si vous vouliez le réécouter toute la nuit en boucle. Et vous avez retenu, hein, ou Campaneiro no meio da aldeia, le clocher au milieu du village. Je trouve que c'est joli. C'est très très joli. Très beau. J'adore le portugais, moi j'adore la langue portugaise. On salue nos auditeurs franco-portugais d'ailleurs. Et on adore même les Portugais qui sont des gens formidables. Ah mais j'adore. En basque, s'il vous plaît. Ah non, là en basque, Mileshkel, j'ai mes limites là. Et j'embrasse Georges. On va l'écouter cette nuit, Cécile, c'est clair. C'est ça, voilà, on va le réécouter. Vous restez avec nous, on reviendra dans un instant sur cette taxation des héritages, Philippe, avec la question du jour. Oui, taxation des héritages. Selon vous, il faut taxer plus lourdement, détaxer totalement ou ne rien toucher. Eh bien, vous dites à 80% qu'il faut détaxer totalement, à 16% qu'il ne faut rien toucher, et à 4% qu'il faut taxer plus lourdement. Vous voulez réagir? On attend vos appels. Vous avez été racketté, on va le dire, par l'État suite à un héritage. Venez témoigner au 0826 300 300. À tout de suite, les amis. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec autour de cette table, Philippe David, bien entendu, Sébastien Ménard, bien entendu, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la foodtech, et bien entendu, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Ça va bien cet institut, mon cher Philippe ? On parle. Oui, justement, j'ai une formation très tard demain soir, vendredi. En général, je termine en beauté grâce aux vraies voix, mais cette fois-ci, je devrais prolonger jusqu'à point d'heure. Et ça va être intéressant. Ah oui. Ah ouais, toujours. Une avocate qui prépare des procès d'assises, donc. C'est intéressant, c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur cette taxation des héritages, Philippe, avec la question du jour. Absolument, taxation. Au lieu de ricaner bêtement. Mais non, c'est Philippe Bilger qui me fait des grimaces. Mais non, dès que j'ai les narines un peu enflées, ça le fait rire. Mais c'est vrai, parfois il y a les narines qui se gonflent. Taxation des héritages. À quel moment vous dites j'ai les narines qui se gonflent? C'était là. Voilà. Selon vous, il faut taxer plus lourdement, détaxer totalement ou ne rien toucher. Vous dites à 80% qu'il faut détaxer totalement, à 16% ne rien toucher et à 4% taxer plus lourdement. Venez témoigner, venez réagir au 0826 300 300.
Je trouve que à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. S'il plaît, les taxes. Attention, moi, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors. Vous payez taxes foncières, taxes immobilières, taxes professionnelles, taxes sur le personnel, taxes d'apprentissage, taxes si t'es passage, taxes sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Philippe Bilger, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait lancé un pavé dans la mare. Elle a fait un petit peu, elle a rétro-pédalé sur la taxation en disant qu'il fallait absolument taxer un peu plus l'héritage. On peut regretter d'une certaine manière qu'elle ait éprouvé le besoin de lancer ce débat dans l'espace démocratique et parce que franchement ça n'était pas vraiment nécessaire en ce moment et je dirais même globalement. Alors, je ne suis pas un spécialiste comme vous, Philippe, et bien sûr, je pourrais être tenté je suis sûr que j'aurai l'accord de pratiquement tous les Français qu'il ne faut absolument pas taxer l'héritage. Mais je proposerais simplement de rester au stade actuel et surtout de faire comprendre à la présidente de l'Assemblée nationale de manière très modeste de ma part qu'elle mettait en cause cet argent qui tombait du ciel alors qu'il était transmis de génération en génération. C'est ça qui semblait la gêner, comme si une histoire familiale de longue durée était quelque chose qu'il fallait à tout prix battre en brèche. Et je pense qu'elle a tort et qu'on n'y touche pas au moins, ou alors qu'on aille jusqu'à cet extrémisme que vous évoquez, Philippe. Non, moi je trouve que déjà l'héritage est trop taxé. Bon alors, quand on hérite parent-enfant, il y a un abattement de 100 000 euros. D'accord. Mais si on est plusieurs enfants, ça peut aller très vite. Parce qu'un appartement, vous êtes 4 enfants, un appartement à 400 000 euros en Ile-de-France, ça va très vite. Et on est tout de suite taxé après. Deuxièmement, les gens qui décèdent ont payé des impôts. Ont payé des taxes toute leur vie. Quand ils ont acheté un appartement, ils ont payé des taxes très élevées parce qu'on oublie une chose, c'est que les frais de notaire, il y en a beaucoup plus qui va dans la poche de l'État que dans la poche du notaire. Ça serait intéressant d'ailleurs de valoriser un bien au moment où il est acheté et le moment où il est transmis, combien ça a coûté. Ce serait énormissime. Absolument. Et c'est pour ça que je ne comprends pas qu'on veuille taxer. C'est l'impôt sur la mort. Quand on perd quelqu'un, on est rarement joyeux. Alors il y a des cas exceptionnel. Hein. Il suffit de voir le film Le Viager, par exemple. C'est un film comique. Mais l'impôt sur la mort, l'impôt sur le malheur, je trouve ça déjà scandaleux économiquement et honteux moralement. Sébastien Ménard. Moi, je pense que les propos de la présidente de l'Assemblée nationale sont maladroits et sont, au-delà d'une maladresse, c'est dangereux. C'est dangereux parce que évidemment elle a tenté de se rattraper comme le chat qui essaye de se rattraper malheureusement une branche. Elle le fait pas bien. De dire qu'il y a de l'argent qui tombe du ciel, non. Alors moi, quand je prends ma petite personne, l'argent tombe pas du ciel. Hein, c'est mes parents, mes grands-parents qui ont travaillé dur, qui ont eu des retraites courtes parce qu'ils ont eu des métiers pénibles et qu'ils sont partis bien avant l'âge à laquelle on en profite. Voilà. C'est ça. Donc c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Mais encore une fois, c'est une vision politique, partisane, intellectuelle du monde, de gauche, voire très de gauche. Oui, clairement. Après, il y a peut-être héritage et héritage. Non, mais il n'y a pas d'héritage et d'héritage. Moi, quelque part, je n'ai jamais jalousé celles et ceux qui en avaient beaucoup. Je me suis toujours battu pour celles et ceux qui n'en ont pas assez. Et le meilleur moyen en tant qu'entrepreneur de se battre pour celles et ceux qui n'ont pas assez, c'est de nous laisser travailler, c'est de nous laisser créer de la richesse, c'est de nous laisser redistribuer de la richesse. Mais encore une fois, on a un espèce d'État, c'est pas un État gourmand, c'est un État glouton. Et comme ils ne savent plus, ils ont bien compris que la machine productive était en panne, qu'on va taxer les super riches. Mais c'est quoi être un super riche aujourd'hui ? C'est 1 milliard, c'est 100 millions, puis demain ça sera 10 millions, et puis ça sera 3 millions, et puis ça sera... Tout ça est ridicule. On ne souhaite pas
poser les bonnes questions. On ne souhaite surtout pas, évidemment, adresser les bonnes réponses. Il faut que les gens bossent, il faut que l'État coûte moins cher, voilà, pour rendre un service qui est supérieur au service rendu aujourd'hui. Et puis effectivement, l'État qui est extrêmement providentiel, extrêmement généreux, n'a plus les moyens d'être aussi providentiel et aussi généreux. La générosité, elle a nécessairement des limites. On a fixé des règles qui étaient la non-règle, qui étaient la non-limite. Il faut refixer des règles et des limites. Votre réflexion de tout à l'heure, Cécile, est très pertinente parce qu'en réalité, derrière cela, il y avait presque une envie de châtier ceux qui ont beaucoup d'argent et de les ramener à des justes mesures. Et en fait, c'est le même processus que celui qui consiste à vouloir taxer les ultra-riches. Derrière tout cela, il y a ce sentiment un peu aigre, toujours qu'au moins ceux-là en auront moins. Historiquement, c'est très dangereux. Historiquement, on a appelé ça la terreur, après la Révolution. Pardon, mais d'un autre côté, je regarde le barème de taxation après abattement, de 0 à 8 072 euros, 5% d'impôt. Enfin, quelqu'un qui va hériter 8 000 euros, on va lui prendre 5% d'impôt, mais je trouve ça minable en fait. Je trouve ça minable. Pour si peu, je trouve ça minable. Alors là, c'est après l'abattement, parce que je disais, père-fils, enfin parent-enfant, c'est 100 000 euros l'abattement. Mes frères-sœurs, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, c'est rien. Vous êtes d'accord? Donc là, vous sautez vite les 8 072 euros et vous êtes à 45% pour commencer. Mais c'est complètement fou. Vous vous rendez compte, 45% d'impôts parce que vous avez perdu votre frère ou votre sœur. Est-ce que c'est pas scandaleux? Le premier héritier, dès lors qu'il y a plus d'un frère et d'une sœur qui héritent, le premier héritier, c'est l'État. Après, vous allez me dire, je cherche les sujets ou en tout cas les images qui font pleurer tout le monde, mais le nombre de gens, et même autour de moi, qui ont perdu la maison de leurs parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'impôt. Et accessoirement, les entreprises. Je vais pas faire mon patriote néo-basque de base, mais nous, on a par exemple en Nouvelle-Aquitaine et sur la côte basque, la plupart des plus beaux joyaux sont sortis du giron régional, bien sûr. Mais j'ai même envie de dire national, parce que qui rachète les grandes propriétés ? Qui est capable, et ça crée pas du logement, ça libère pas du logement, ça fait pas circuler du logement. Parce qu'on pourrait se dire, bon, à la limite, une grande famille qui a pu, entre guillemets, régner économiquement sur la région, qui passe la main à une autre famille d'entrepreneurs, etc. Et voilà, il y a le portillon des frais de succession qui ont permis ce turnover. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les seuls qui peuvent s'offrir les plus belles propriétés de France, et notamment chez nous, sont des étrangers. Vous avez des Allemands, vous avez des Britanniques, vous avez des Américains, vous avez des Chinois, hier il y avait des Russes, et la réalité, tout ça nous échappe, clairement. Mais je vous dis autre chose, dans la frénésie fiscale dans laquelle nous vivons, on parle beaucoup de la taxe Zuckman ces derniers temps, là c'est Libé aujourd'hui qui ressort un économiste qui s'appelle Camille Landais, reconnu pour être un économiste de gauche, comme Zuckman, qui dit dans Libé, je cite, « Quelle meilleure taxe que l'imposition des héritages qu'on obtient par nature sans aucun mérite ?» Mais non, ici, il y a le mérite des parents, il y a le mérite de ceux qui ont travaillé. Moi, je vais vous dire, si demain vous nous dites, écoutez, on taxe à 100% les héritages, et qu'un jour j'ai la chance de prendre ma retraite, je vais peut-être me faire insulter, mais je pense que dans ces cas-là, je vais aller vivre dans un pays beaucoup plus héritage-friendly pour faire du bon français. Vous allez en Italie. En Italie, pourquoi est-ce que les boîtes italiennes restent italiennes, notamment les PME familiales? Parce que l'héritage des PME est totalement ou presque défiscalisé. Voilà, c'est tout. Je rebondis sur ce que vous dites. Ça veut dire que cette personne-là, ce monsieur-là, il a bien des cadeaux d'anniversaire. C'est possible, oui, on peut l'espérer pour lui. Est-ce qu'il l'a mérité? Ça tombe du ciel. Non mais ça tombe du ciel. Pourquoi on le taxerait pas, ce monsieur? C'est absurde de dire ça. Mais on est bien d'accord. Mais regardez, la taxe Zuckman, c'est le truc qui est revenu. C'est pas le bon argument. Yael Braun-Pivet en a parlé. Maintenant, c'est d'autres économistes de gauche qui disent, finalement, l'héritage, ça, il faut vraiment le taxer. Mais quand vous bossez toute votre vie, que vous n'avez pas vu, vous avez été entrepreneur, vous n'avez pas vu vos enfants parce que vous étiez une semaine en Espagne, une semaine à Toulouse, une semaine à etc. Vous avez fait des sacrifices. C'est pour que vos gosses en profitent une fois partie. C'est pas pour payer 15 000 statisticiens qui pondent des conneries dans les ministères français. Bravo. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous m'avez bien calmé là. Une indignation légitime. Non, mais moi je n'en peux plus de cette malheureusement frénésie. que Philippe l'a vécu il y a peu de temps, comme beaucoup de Français, donc je comprends que ça l'énerve. Voilà, je l'ai vécu il y a peu de temps. Je peux vous dire que
Quand mon frère est décédé, mon frère était célibataire, il nous est resté à mes sœurs et à moi 18,3% des sommes que mon frère avait gagnées toute sa vie. L'État en a pris 45%. C'est-à-dire que l'État a pris 2,5 fois ce qu'ont pris chacune de mes sœurs et moi-même. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup quand même? Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup pour payer des statisticiens qui pondent des chiffres, vous me passerez l'expression, abracadabrantesques pour faire du Chirac. Alors plutôt que de penser impôt, je vais vous dire, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la classe politique française est marxiste. Parce que Marx disait, pour tuer le capitalisme, une seule solution, des impôts, toujours des impôts. Et là, depuis un mois, les mecs ne pensent qu'à créer des impôts. L'héritage, la taxe Zuckman, le machin, le truc, il n'y a pas un jour où il n'y a pas deux ou trois idées d'impôts. Il faut financer le système. Comment? Ils ont besoin de financer le système. Ah non, il faut changer le système. Oui, mais eux ont besoin de le financer. Oui, parce qu'ils en vivent. Exactement. Alors que nous, on le fait vivre. Exactement. C'est ça le problème. Allez, merci les amis. Tout de suite, une séquence qu'on aime beaucoup puisqu'on est très fiers de ce partenariat. Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. Et donc effectivement nous sommes partenaires de l'équipe Rêve à perte de vue sur la Transat Café L'Or Le Havre Normandie, et on continue à suivre nos skippers, hein, Joël Paris qui est malvoyant et Goulven Marie qui navigue vers le nord de l'Espagne pour se mettre à l'abri de la tempête, François-Louis. Et oui Cécile, une tempête qui a déjà bien impacté notre duo de navigateurs, puisque depuis hier donc, nous n'avons plus de signal avec eux après un gros coup de vent dans le golfe de Gascogne. Aux dernières nouvelles, le classe 40 Rêve à perte de vue fait pour le moment route à une vitesse moyenne environ de 11 nœuds. Hier on était à 6, donc on a un petit peu gagné, avec des vagues d'environ 2 mètres de haut, une vitesse qui devrait leur permettre de rejoindre dès demain matin le reste des classes 40 qui nous est déjà arrivé ce matin au port de la Corogne pour se mettre à l'abri. On attend donc un retour de la communication et surtout un nouveau départ d'ici quelques jours, cette fois-ci sans escale jusqu'en Martinique. Eh ben voilà, on sera ravis en tout cas de les retrouver. On espère que bien entendu tout va bien. Et tout va bien du côté du standard au 0826 300 300 avec Stéphanie qui nous appelle d'Olainville. Bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir à tous. Et si vous ne connaissez pas cette commune, Olainville, c'est en Essonne. Oui, c'est en Essonne, un petit village très sympa, environ 4000 habitants, près d'Arpajon. Ah voilà, et vous nous écoutez sur le 99.9, on est d'accord? Absolument. Voilà. Absolument. Stéphanie, vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante commerciale. Ah, et vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Je vends du matériel de sécurité ferroviaire. Éviter que les trains ne déraillent. Voilà. Ah, voilà. Bah écoutez, vous êtes très importante, surtout en ce moment. Mais si les trains sont en retard, ce n'est pas de notre fait. Hein. Non, mais vous inquiétez pas. Ah, vous êtes au haut-parleur là. Vous êtes au haut-parleur, Stéphanie. Surtout que maintenant, vous aurez l'heure des trains à l'œil avec votre montre. Bah c'est ça. Et il faudra pas nous la faire, Stéphanie. Parce que nous, on offre une montre à quelqu'un qui travaille pour les trains. Donc attention, le retard. Alors c'est le moment, en tout cas pour vous, de vous offrir cette belle montre Kelton, et on est ravis de vous l'offrir. C'est la marque icône pop de l'horlogerie française. Stéphanie, bravo. Eh ben merci. Je suis ravie, c'est la première fois que je joue à un jeu. C'est vrai? C'est la première fois que je joue. C'est la première fois que je joue à un jeu. J'étais en déprime sous la pluie en rentrant du travail. Je me suis dit, allez, ils ont l'air sympas, j'écoute, c'est chouette, on y va, on joue, pourquoi pas. Bloqué autour d'un rond-point. Et voilà. Il y a un truc qui est faux dans ce que vous avez dit. Stéphanie, il y a un truc qui est faux. Vous avez dit, ils ont l'air sympas. Ils sont sympas tout court, en fait. Non, ils sont très sympas. Absolument, mais oui, Cécile, évidemment. Mais voilà. Ils sont très sympas. Ils sont très sympas. Stéphanie, on vous fait de gros bisous. Ça nous fait toujours tellement plaisir, en tout cas, d'offrir des cadeaux. À très bientôt. Merci à vous et bravo. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Merci Philippe Bilger pour votre fidélité. Merci Sébastien Ménard pour votre fidélité. Merci Jean-Marie Bordry pour sa fidélité. Merci. Bon, ouais, on va arrêter nos bêtises. Dans un instant, avec Philippe David. On va parler notamment des bombes climatiques qui arrivent, des bombes météorologiques. On va parler climat, notamment avec les épisodes Cévenol qui sont en vue en Méditerranée, la tempête au nord de la France, l'ouragan dans les Antilles, ça se multiplie. Pourquoi? On va se poser ces questions avec deux éminents météorologistes. Alors un qu'on connaît bien puisqu'il s'agit de Rémi André, Monsieur Météo, le seigneur météo comme chantait Carlos de Sud Radio, vous vous rappelez, un très beau cha-cha-cha. Et un autre Patrick seigneur. Barrière.
Seigneur météo, gla gla que frigo. Et un autre seigneur qui sera avec nous, Patrick Marlière, météorologue aussi, nous expliqueront tout. Et où on est, parce que moi j'ai envie de comprendre d'où vient ce mot bombe climatique alors qu'on n'en parlait jamais. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Señor Meteo, cuando dit qu'il fait bon. Señor Meteo, gla que frigo. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai.